Alors, t'as trouvé ton job idéal ? J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire ? Dans le Joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors faisons en sorte que vos choix de carrière vous donnent envie de vous lever chaque matin. On va jongler un petit peu entre les équipes dev versus les équipes business et on est reconnu dans les deux domaines en fait. Et ça c'est trop bien. Ce qui est génial, ça évolue tous les jours. En fait, les outils évoluent, les langages évoluent, les problématiques évoluent. On se sent utile. Ça va être la direction qui va venir et nous dire on a besoin de ça. Et derrière ça, il y a des décisions qui sont prises. Ce qui est bien, c'est que c'est un métier qui est assez ouvert. Quand on prend la bosse de la data, on ne la quitte pas. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Joboscope par Open Classrooms. Je suis Marion Armango et je suis ravie de vous accompagner pour passer le métier de data analyst au microscope. Les métiers de la donnée sont en train d'exploser car les entreprises se rendent compte qu'en la maîtrisant, elles décuplent leurs opportunités commerciales. En effet, grâce à la data, elles connaissent, ciblent et convainquent mieux leurs clients. Les informations récoltées leur servent aussi à recueillir les retours de leurs utilisateurs pour améliorer leurs produits ou services. Or, les candidats qualifiés sont rares et donc très recherchés par les recruteurs. Sur les plateformes d'offres d'emploi, on dénombre près de 2000 postes de data analyst à pourvoir, rien qu'en France. Alors, en quoi consiste ce métier ? En quoi est-il différent de ceux de data scientist et data architect ? Eh bien, le mieux, c'est encore d'interroger des professionnels pour plonger dans leur quotidien et leur poste. Justement, nous recevons aujourd'hui Anne-Caroline Rérol de chez Spendesk, Fatima Tassal de chez Captain et Clément Sirvente de chez Mappy. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bienvenue. Alors, prêt à nous révéler les spécificités de votre métier ? Avec grand plaisir. Bien sûr. Eh bien, c'est parti. Alors, Anne-Caroline, toi, tu es data analyst chez Spendesk. Est-ce que tu peux déjà nous présenter cette entreprise et nous expliquer en quoi consiste ton travail ? Oui, alors Spendesk, c'est une start-up qui permet aux entreprises de mieux gérer leurs dépenses. Donc, on facilite la vie des équipes financières et on donne aussi des moyens de paiement aux salariés. Donc, moi, chez Spendesk, en tant que data analyst, je bosse beaucoup avec les équipes business, c'est-à-dire les commerciaux, les équipes en charge de la clientèle, les équipes marketing et les équipes finances pour les accompagner dans la prise de décision. Très bien. Et toi, Fatih, tu as le même titre chez Captain. Est-ce que tu peux nous présenter Captain pour ceux qui ne connaîtraient pas cette entreprise et puis nous dire si ton quotidien ressemble un petit peu à celui que Anne-Caroline vient de décrire ? Ou s'il est différent d'ailleurs. Bien sûr. Donc, effectivement, moi, je travaille chez Captain, anciennement connu sous le nom de chauffeur privé. C'est une plateforme de mise en relation entre des chauffeurs VTC et donc des clients. Et moi, je suis également data analyst, mais je me suis spécialisée dans la partie supply, donc la partie opération. Et j'accompagne en fait les équipes qui vont travailler autour de la vie des chauffeurs. Et mon travail va consister à les accompagner dans la prise de décision et donc spécifiquement pour la partie chauffeur. Ça fait combien de temps que tu es là-bas ? Ça va faire 2 ans, bientôt. Et pour finir, Clément, toi, tu travailles donc chez Mappy. Est-ce que tu peux nous raconter quelle est la mission de ta boîte ? Et puis aussi, à quoi ressemble un petit peu ton quotidien et ton métier ? Alors, du coup, Mappy, c'est le Google Maps made in France. Mappy, ça fait de la cartographie, ça fait aussi un comparateur de déplacement. On va avoir notamment Captain sur notre plateforme. Vous allez de l'autre côté de Paris proposer des modes comme la trottinette. Pour les plus longues distances, le train, le blablacar. Donc voilà, c'est un agrégateur. Et alors, ma mission, en gros, c'est d'analyser la performance du site et des applications de Mappy. Donc, en termes d'audience, et comme je travaille dans l'équipe marketing, c'est aussi toutes les fonctionnalités qui sont lancées et de faire des rapports pour la direction et là-dessus arbitrer. Donc, j'aide à la décision aussi. Alors, il y a le data analyst, scientist, architecte. Est-ce que vous pouvez m'expliquer concrètement quelle est la différence entre ces appellations, Anne-Caroline ? Alors moi, je pense qu'il y a pas mal dans ces appellations qui est un peu de la mode et qui dépend beaucoup de chaque entreprise. Je pense que c'est très différent dans chaque entreprise. D'une entreprise à l'autre, un data analyst peut s'appeler data scientist et autres. Concrètement, chez Spendesk, alors data architect, on n'en a pas vraiment. Enfin, c'est sûrement la personne qui manage mon équipe, donc qui a créé toute l'infrastructure de données au départ, qui crée la vision de l'équipe data. Mais sinon, on a plutôt des data ingénieurs, encore un autre poste possible. Ensuite, entre data analyst et data scientist,
la frontière est assez fine. Moi, ce que je dirais pour simplifier un peu les choses, c'est qu'un data analyst, ce qu'il va faire, c'est en fait faire des analyses qui peuvent être poussées, mais qui en fait sont des analyses sur la donnée historique et la donnée qui existe déjà. Donc, ça va être beaucoup de reporting, ça va être trouver des insights et des recommandations à partir de ce qui existe déjà pour pouvoir changer le gouvernail de sens et aller dans des directions un peu différentes. Un data scientist, lui, c'est la suite logique de la data analyse. C'est aller encore plus loin et pouvoir permettre de faire des prédictions en fait, sur le futur. Fatih, t'es d'accord ou t'as des choses à ajouter ? Oui, je partage. Effectivement, la frontière entre les data scientists et data analysts, elle est vraiment fine. Après, effectivement, ça va toujours dépendre des entreprises dans lesquelles on évolue. Mais effectivement, les data scientists auraient peut-être un peu plus la notion de modélisation et de prédiction d'un phénomène via des algorithmes, finalement. Et là où, effectivement, en tant qu'analyste, on va peut-être être un peu plus factuel et peut-être plus statistique versus modéliser des phénomènes. Mais honnêtement, on a plein de projets où on est en collaboration avec les data scientists parce que l'un sans l'autre, en fait, c'est un peu compliqué d'avancer. Et à côté, alors nous, on n'a pas de data architecte en tant que tel, on a des data engineers. Et les data engineers sont là pour nous accompagner, nous, les data analysts et les data scientists, pour récupérer facilement la donnée. Parce qu'une application va générer beaucoup de données, elle est stockée d'une manière et ça, pour nous, c'est assez compliqué d'y accéder facilement. Donc, les data engineers sont là pour mettre en place tout le processus pour que nous, en tant qu'analystes et scientists, on puisse aller récupérer facilement et ensuite aller alimenter notre base de données de façon beaucoup plus simple. Clément, tu as un truc à ajouter ? C'est vrai que pour moi, data architecte et data engineer, c'est vraiment la même chose. Alors, peut-être qu'il y a des petites nuances, mais globalement, c'est pareil. Je pense qu'il faut pas... Le data scientist, on va dire qu'il a un peu la casquette un peu magique où théoriquement, il pourrait faire tout. C'est pour ça que c'est très à la mode. Après, c'est vrai que c'est souvent aussi le background. Est-ce que c'est un diplômé d'une école d'ingénieur ? Et du coup, il va avoir des compétences techniques, notamment en développement. Du coup, il va pouvoir s'orienter vers des métiers de data engineer ou data scientist, si en plus, il a une casquette très mathématique. Voilà. Et data analyst, ce qui est bien, c'est que c'est un métier qui est assez ouvert. Moi, j'ai fait une école de commerce. Et j'y suis arrivé en me spécialisant au fur et à mesure avec un stage. Et voilà, quand on prend la bosse de la data, on ne la quitte pas. Alors, sur le Joboscope, on cherche à comprendre à quoi ressemble vraiment un métier au quotidien, c'est le but. Est-ce que vous pouvez me raconter à quoi ressemble une journée type pour chacun d'entre vous ? Est-ce qu'il y en a une d'ailleurs ? Et si vous deviez découper votre semaine en grands ensembles de tâches et en pourcentage pour donner un aperçu, qu'est-ce que ça donnerait ? Peut-être on va commencer avec toi, Fatih ? Alors, toutes les journées ne se ressemblent pas à 100%. Et c'est ça aussi qui fait que ce job, il est hyper intéressant. Globalement, si on devait découper un petit peu une semaine type, il y a une grande partie qui va être de l'accompagnement des équipes métiers. Donc, ça va être au quotidien parce qu'ils vont avoir des demandes qui vont être assez spécifiques pour avoir une information en particulier. Et donc, ils vont avoir besoin d'avoir notre apport. Il y a aussi des créations et des maintenances de tableaux de bord, forcément. Donc, pour le suivi de la performance et tout secteur, ça marche, je pense, pour à peu près tout le monde. Et il y a aussi une partie d'analyse et d'études un peu plus long terme, donc vraiment faire des études un peu plus poussées pour avoir la compréhension d'un phénomène, d'une caractéristique dans l'application qu'on va mettre en place pour voir comment elle fonctionne, comment elle est perçue par les utilisateurs. Et il y a aussi, en tout cas de notre côté chez Captain, une maintenance de l'architecture de notre donnée pour l'alimenter au quotidien, pour faciliter justement l'accès par toutes les équipes aux informations. Par exemple, demain, j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Oh Fatih, j'ai besoin de savoir, hier, à Paris, il y a eu combien de courses dans ce secteur-là ?» Ça va être moi qui va pouvoir lui fournir cette information. Parce que j'ai accès aux bases de données. Même si on a des tableaux de bord, ça c'est le sujet de maintenance pour suivre par exemple l'évolution semaine après semaine de nos utilisateurs, de nos chauffeurs, de nos villes, etc. Ça va être plus global. Des fois on a des demandes qui sont plus spécifiques et donc là nous on va aller apporter la réponse. Sur les études un peu plus poussées, par exemple, si on intègre des partenaires comme Mappy ou autres, on a envie de savoir, ok, est-ce que ça a été une bonne décision ? Et donc ça, comme on peut le suivre, il va falloir pousser et voir un petit peu le comportement des utilisateurs qui sont arrivés via Mappy comparé à d'autres utilisateurs qui sont arrivés via d'autres canaux d'acquisition. Et dans tout ce que tu viens de décrire, si tu devais donner des pourcentages un peu de temps consacré à ces différentes tâches ?
Sur la partie maintenance et alimentation des tableaux de bord au quotidien, je pense que ça peut être autour de 20%. L'apport ponctuel avec les métiers et les accompagnements, 20-30%. Et aussi, donc, sur la partie architecture des données, mine de rien, ça prend de plus en plus de temps. Je dirais aussi peut-être 25%, un bon quart. Et le quart restant, ça va être sur les études un peu plus long terme, un peu plus fournies, où là, on a besoin de passer un peu de temps. Tu t'y retrouves, toi, Clément? Ça ressemble à quoi, ton quotidien? Assez bien. Ouais. Alors, il y a une brique en plus, c'est que du coup, dans mon métier, il y a aussi une partie de mise en place du plan de tagage. Donc, sur nos sites et nos applications, en fait, pour pouvoir compter les utilisateurs, il va falloir demander, en fait, aux équipes marketing quelles fonctionnalités on va vouloir suivre dans le temps. Donc, par exemple, chez nous, on a des boutons qui vont permettre de réserver et d'aller vers un partenaire. Donc, ces fonctionnalités-là, elles sont taguées. Donc, on spécifie aux développeurs, avec les inputs du marketing, je veux suivre ce bouton parce qu'il y a de la publicité, je veux suivre cet écran-là parce qu'on l'a refait, donc avec une nouvelle fonctionnalité. Donc ça, c'est une brique qui me prend à peu près un tiers de mon temps. Mais sinon, après, ça se regroupe bien, parce que j'ai aussi à peu près un tiers de mon temps qui est à la configuration de tableau de bord, la mise à jour. C'est des outils qui nous permettent de suivre, et à tout le monde de suivre au jour le jour, la donnée qui est actualisée avec l'essentiel de ce qu'il faut pour chaque personne. Et une partie étude, donc ça va être plutôt de la doc. Voilà, sur telle ville, est-ce qu'on utilise plus du vélo ou plus des modes type transport en commun? Voilà, on peut faire des analyses d'ensemble. Et toi, si tu devais, sur les pourcentages, tu es à peu près d'accord avec Fatih ou... Voilà, hormis la partie plan de tagage qui est à peu près 30%. Voilà, le plan de tagage, 30%, que tu n'as pas, toi, du coup, Fatih? Non, il n'est pas fait par moi. Okay. Mais je me permets de rebondir parce que du coup, ça m'a rappelé un point et un aspect très important qui est la collaboration avec les équipes de développement, parce que ce sont elles qui vont organiser comment la donnée va être stockée et ensuite, nous, on a besoin d'aller la récupérer. Et ça, finalement, ça nous prend aussi du temps. Je pense à ma journée d'hier, notamment, par exemple, ça a été clairement le cas, où dans le cas de futurs développements, on a besoin de s'assurer en amont que le développement va nous permettre ensuite d'exploiter la donnée. Et ça, alors ça peut être assez ponctuel. C'est pas forcément les plans de tagage parce qu'on a quelqu'un d'autre qui est dédié pour ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très important, c'est la collaboration avec les équipes de développement. Donc toi, tu collabores en direct avec eux? C'est ça. Mais de manière générale, la qualité de données, ça prend plus de temps qu'on le pense. Vérifier qu'on ne peut pas faire un tableau de bord si on donne pas, on n'est pas sûr que notre donnée elle est vraiment juste. Alors, tu n'as pas fini les pourcentages? Et du coup, les pourcentages, c'est un tiers pour les tableaux de bord et un tiers pour les analyses ad hoc sur demande pour la direction et les équipes marketing. Et Anne-Caroline, chez Spendesk, ça ressemble à quoi tes journées, tes semaines? Je les rejoins pas mal sur les pourcentages. Je suis d'accord avec Clément sur la partie qualité de données. On se rend pas beaucoup compte, mais c'est un sujet qui peut prendre beaucoup de temps. Ça peut être juste 10% parce qu'il y a un petit attribut ou un petit flux de données à aller changer pour s'assurer que nos analyses soient correctes. Moi, maintenant, ça me prend 30% de mon temps parce qu'on est au tout début de l'intégration d'un nouvel outil CRM de Salesforce. Et en fait, je suis obligée d'aller mettre le nez dans la donnée, vérifier que tout soit bien cohérent, que ce soit robuste pour pouvoir ensuite faire des analyses qui vont être pertinentes pour les équipes business. Et en fait, m'assurer que je ne leur donne pas des chiffres qui soient totalement faussés. Est-ce qu'il y a différentes manières d'appréhender la data en fonction de l'entreprise, justement? Spendesk, on est au début, ce que tu viens de dire, donc il y a des mises en place. Est-ce que c'est toujours les mêmes modes de fonctionnement, d'analyse de data ou pas? Oui, Clément? Je pense qu'on peut quand même dire que selon les entreprises, il y a un niveau de maturité qui est différent. Beaucoup d'entreprises ils vont travailler sur du Excel. Au début, donc on fait de l'analyse, mais on ne peut pas en faire beaucoup parce qu'on a cette culture de travailler beaucoup sur des tableurs. Donc ça se fait dans des banques beaucoup. Alors ça commence à changer avec une nouvelle génération d'analystes, etc. Dans les startups, Spendesk, Captain, on va être directement dans des architectures qui sont pensées avec une équipe de data dédiée. Donc aussi cet aspect d'avoir une équipe de data analystes en collaboration avec des data scientists, data architectes, c'est un signe d'une maturité importante de l'entreprise. Est-ce que vous savez s'il y a des grandes entreprises que vous avez découvertes il n'y a pas longtemps qui n'ont pas justement misé beaucoup sur les data analystes et ça vous a étonné peut-être de constater qu'ils n'avaient pas encore sauté le pas ou qu'ils ne savaient pas l'importance que ça devait avoir au sein de leur entreprise? Moi, j'ai en tête des entreprises peut-être un peu plus dans le secteur des médias qui sont en train de prendre conscience que la data est un vrai enjeu, mais c'est un peu une vision un peu peut-être old school de la donnée où effectivement elle n'était pas forcément gérée comme nous on peut le faire aujourd'hui dans nos entreprises avec des outils dédiés, avec des équipes dédiées, mais plus un peu
effectivement, avec beaucoup de Excel, beaucoup de VBA, beaucoup de choses comme ça. Et ça, on le voyait peut-être plus dans des grands groupes. Mais j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qu'ils essayent également de changer et que finalement, ils sont aussi en train de prendre ce tournant du digital. On y est encore quand même, du coup. C'est encore en train de se passer, c'est encore actuel. C'est pas le cas pour tout le monde, quoi. Il y en a encore qui restent à convaincre ou qui sont dans la transition. Il y a encore des entreprises qui sont en pleine transformation, qui l'ont pas encore fait et qui vont le faire. Après, ce qui est génial avec ces métiers de la donnée, c'est que ça évolue tous les jours. En fait, les outils évoluent, les langages évoluent, les problématiques évoluent, et parce que ça reste un métier qui est super jeune. Je me permets de rebondir sur ce qu'a dit Anne-Caroline, parce que finalement, moi, chez Captain, ça va faire 2 ans que j'y suis, mais mon travail il y a 2 ans n'est pas le travail que j'ai aujourd'hui, parce que ça a énormément évolué, et tout comme le travail chez Captain il y a 4 ans n'était pas celui que j'ai eu en arrivant. L'équipe s'est construite au fur et à mesure. Souvent, surtout dans les startups, au début, on va aller très vite, donc on ne pense pas forcément directement à il faut faciliter l'accès à la donnée. Donc ça a été fait de façon un peu difficile au début, et ensuite, on s'est rendu compte que toutes les décisions business étaient basées sur la donnée. Donc là, on s'est dit, OK, on va investir dans une équipe. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on a renforcé et l'équipe, et l'outil, et aussi la culture de la donnée au sein de l'entreprise. Et c'est vrai que c'est important pour choisir son entreprise d'arriver à le sentir, ça. Où ils en sont et est-ce qu'il y a une volonté pour passer au niveau supérieur. Comment est-ce qu'on s'en rend compte de ça? C'est dans l'entretien, dans le nombre de personnes qui constituent les équipes Clairement. Je pense que s'ils sont dans une logique d'embaucher plusieurs data analysts, mais il y a des outils. Donc moi, j'utilise Tableau Software, qui est un outil très à la mode, enfin très utile en tout cas pour faire de la data visualisation. Tout le monde utilise le même? Je fais juste une parenthèse. Chez Captain, oui. Nous, non. Chez Spendesk, on est en train de changer d'outil. On a commencé sur des outils de visualisation qui est ce qu'on appelle open source. Donc, en fait, c'est des outils qui sont grosso modo gratuits et qui permettent de visualiser hyper facilement, de se plugger, en fait, de plugger directement nos données à ces outils, de faire des visualisations. Là, on se rend compte que, comme on grossit beaucoup, il va falloir aller à l'échelle au-dessus. Et typiquement, on a regardé Tableau, on regarde Looker aussi, qui est un autre outil qui est moins utilisé que Tableau, mais très à la mode en ce moment. Et c'est de toute façon avoir de bons outils. Je pense que pour une équipe data, c'est indispensable parce que sinon, on n'arrive pas à accompagner la croissance de nos entreprises, à toujours plus de besoins. En fait, dès qu'on commence à donner aux équipes métiers un avant-goût de ce qu'on peut faire avec des données, forcément, il y a un appel d'air et ils en veulent toujours plus. Et pour pouvoir répondre à toutes ces demandes, il faut avoir de bons outils sur lesquels on peut se poser. Donc, tu parlais d'un logiciel qui est plus professionnel. C'est quoi le nom, Clément? Du coup, ça s'appelle Tableau Software. D'accord. C'est souvent des logiciels américains, mais j'utilise aussi Alteryx. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'il y a des mots-clés comme ça qui sont le signe. S'il y a des data analysts, c'est mieux d'avoir une fiche de poste où ils demandent du Python que quelqu'un qui est expert en SQL. Même si tu m'as perdu là, Clément. Ah, désolé. Python, c'est un langage de programmation qui est très utilisé en data science. Et SQL, c'est un langage de requête qui est, qui a été utilisé depuis très longtemps par des architectures très traditionnelles de données. Et donc, du coup, ça avec des outils comme ça qu'on peut faire un peu tout. Et comme de l'Excel, on peut un peu faire tout. Et le danger, c'est qu'on y passe trop de temps et qu'on reste sur ces acquis-là. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans votre métier? Si vous deviez convaincre quelqu'un d'exercer ce métier-là, qu'est-ce que vous lui diriez pour l'inciter à se lancer, Clément? Moi, je trouve que c'est assez valorisant comme métier parce qu'on a la direction qui vient nous voir avec une demande de chiffres. Il y a une vraie demande et un contact direct avec les décideurs, donc c'est assez intéressant. Et moi, j'ai un métier qui est assez indépendant, donc ça, c'est aussi intéressant. On est aussi très en relation avec, comme je disais, à la fois les développeurs, à la fois l'équipe marketing. Voilà, c'est un métier qui est quand même assez ouvert, même si on est quand même bien focus sur nos données. Il faut accepter de rester et craquer son problème pendant 2 heures. Voilà. Et toi, Fatih? Le premier point, clairement, c'est qu'on se sent utile. Ça va être la direction qui va venir et nous dire on a besoin de ça. Et derrière ça, il y a des décisions qui sont prises. Et il y a aussi exactement ce que Clément a dit, c'est l'interaction avec les personnes. Après, ça dépend des envies de chacun, mais moi, j'adore aller parler à tout le monde. Et en tant que data analyst, on est obligé déjà parce qu'il faut expliquer ce qu'on fait, il faut expliquer les résultats qu'on va donner. Et surtout, on va devoir travailler aussi bien, on va jongler un petit peu entre les équipes dev versus les équipes business. Et on est reconnu dans les 2 domaines, en fait. Et ça, c'est trop bien.
Enfin, moi, j'adore. Anne-Caroline ? Oui, moi, je suis complètement d'accord avec Clément et Fatih. En fait, je suis quelqu'un de très curieux. Donc, j'adore être au courant d'un peu tout ce qui se passe. Et le fait d'avoir la casquette de data analyst, ça permet de pouvoir avoir un poids finalement dans tous les projets et de très facilement pouvoir aiguiller les décisions, apporter de la valeur et pas seulement dans un domaine, mais dans plein de domaines différents. Donc ça, je trouve ça assez génial d'être finalement au centre de tout et d'avoir cette capacité d'aide pour les autres équipes. Est-ce que vous auriez un exemple d'un coup que vous auriez fait, d'une donnée qui vous a permis d'apporter un truc dont vous êtes particulièrement fier dans le changement d'une entreprise, dans l'application, je ne sais pas, un coup dont vous êtes fier? Fatih, je vois que tu as un petit sourire. Ouais, j'ai peut-être un exemple qui est un mix finalement entre mon travail d'analyste et aussi de construction de l'alimentation de notre base de données. C'est la gestion peut-être de notre outil CRM, notamment côté chauffeur. Parce que finalement, côté utilisateur, on était plutôt bien d'un point de vue CRM, mais côté chauffeur, on était peut-être un petit peu plus en retard. On a réussi à se poser, et avec les data engineers, pour mettre en place un vrai outil de CRM. Et les communications sont parties, on était juste trop contents parce qu'on sait que ça va faciliter et vraiment faciliter la vie des personnes côté opération qui bossent sur tous ces sujets-là. Et clairement, on nous a remerciés et nous, on était trop contents et de voir les premières communications partir comme ça nous a fait vraiment trop plaisir. J'imagine, trop bien. Et toi, Caroline, tu as un exemple chez Spendesk ? Oui, moi par exemple, je reprends la partie acquisition. Il y a quelques mois, on savait que l'acquisition, ça fonctionne bien. On est assez content du nombre de clients qu'on fait rentrer chaque mois. Mais finalement, comme ça se passait bien, on n'avait pas vraiment mis le nez dedans. Ce que j'ai commencé à faire, c'était un de mes projets de vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe exactement, quelles sont à chaque étape, quels sont les taux de conversion qu'on a, et voir si on peut optimiser cette partie-là du business. Et en fait, je me suis rendu compte du coup que tout allait plutôt bien, sauf une partie au tout début du funnel, qui était le moment où on essayait de contacter des boîtes. Et ce qui est trop cool, c'est qu'à partir de cette analyse-là, qui était une analyse assez globale au départ et qui a pu mettre le point sur un pain point, on a ensuite pu lancer plein d'autres projets pour améliorer cette partie-là. Et ce qui était vraiment cool, donc la partie data science dont je parlais tout à l'heure avec le lead scoring, par exemple, ça a découlé de cette analyse-là. On a fait tout un projet avec l'équipe Strat sur notre messaging, sur la façon dont on parlait à nos clients. Et c'est pareil, ça vient de cette analyse-là. Et en fait, ce que je trouve assez génial, c'est qu'au départ, on fait un peu d'exploration dans nos données en se disant je vais mettre le nez dedans. Là, on découvre quelque chose qui nous paraît un peu bizarre ou qu'on peut améliorer. Et ensuite, ça déclenche vraiment plein d'actions dans l'entreprise. Et on voit finalement les conséquences de ce qu'on avait découvert au début. Ça, c'est hyper valorisant, je trouve. Alors, on a évoqué les aspects positifs de votre activité. Parlons désormais des aspects un peu plus négatifs, les tâches moins agréable, voire pénible, puisqu'on est là pour tout se dire dans ce podcast. Peut-être Clément, tu as envie de commencer ? On a un métier qui est quand même assez exigeant, où il faut garder quand même assez son humilité parce qu'on peut se tromper. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez important, notamment quand on commence. Il nous arrive d'aller trop vite. Et donc je pense qu'il y a un aspect rigueur, sans être perfectionniste, mais de dire on organise bien et on passe du temps à s'organiser pour qu'on puisse répondre correctement à une question. Et ça peut arriver dans les périodes de stress notamment, où on nous demande des chiffres un peu trop rapidement et on veut répondre un peu trop rapidement. Donc il faut garder un peu cet aspect sang-froid. Donc ça, c'est une exigence du métier. Anne-Caroline ? Je pense que ce que je trouve le plus compliqué et ce qui parfois est un peu frustrant dans mon métier, c'est quand on fait beaucoup de demandes, je passe du temps à faire des analyses, à mettre le nez dedans. Et finalement, en fait, ça sert à rien, quoi. Je me rends compte 2 jours plus tard que mes recommandations ou l'insight que j'ai donné n'a pas du tout été appliqué. Donc ça arrive assez souvent, mais je pense que c'est en grosse partie ma faute. Parce que, comme disait Clément, il y a besoin d'un énorme sens critique. Et c'est critique en fonction de ce qu'on va déployer et ce qu'on va donner aux équipes. Mais c'est aussi critique dans le sens où il faut remettre en question aussi ce qu'on nous demande. Si à chaque demande, on ne demande pas pourquoi est-ce que tu veux faire ça, c'est quoi l'objectif derrière exactement ta demande à la personne qui l'a fait, on va se retrouver à répondre à côté ou pas vraiment répondre au problème qu'il y a derrière.
C'est pas un job d'exécutant, quoi. Il faut vraiment à chaque fois se dire OK, on m'a demandé ça, mais en fait, c'est quoi le besoin qu'il y a derrière? Vraiment réfléchir et s'assurer avant de se mettre vraiment à faire le cœur de notre métier qui est l'analyse. Avant tout ça, s'assurer qu'on a bien compris quels étaient les enjeux de ce qu'on allait faire et si ça allait pouvoir être appliqué ensuite. Sinon, on perd un temps fou. Et toi, Fatih? Moi, je repense à ce dont on parlait en tout début d'interview, donc c'était notamment la qualité de données. Moi, je pense que c'est quelque chose qui a tendance à me frustrer beaucoup dans mon quotidien parce que des fois, en fait, cet aspect-là, au début, va être négligé et après, on va nous demander des analyses sur des données qui ne sont pas propres et qui vont, du coup, nous demander beaucoup de temps de notre côté, alors qu'on se dit que si c'était quelque chose qui était pris en compte dès le début, peut-être que finalement, on n'aurait pas perdu autant de temps. D'autant plus que souvent, effectivement, quand on a des demandes, il y a des deadlines, il y a beaucoup de demandes. Effectivement, les personnes sont très demandeurs parce qu'ils savent aussi la valeur ajoutée de notre travail, mais du coup, ça veut dire beaucoup d'exigences et des fois, on n'a pas forcément tous les outils à notre portée pour faire notre travail de façon un peu plus sereine. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on gagnerait à vraiment prendre en considération dès le début tous ces aspects qualité de données parce qu'après, l'analyse, elle est très difficile. Ça, pour moi, c'est le premier point. Le deuxième, effectivement, c'est que contrairement à d'autres métiers, moi, je trouve qu'on a peut-être effectivement moins de droit à l'erreur parce que finalement, toutes nos données ou toutes nos analyses, ou en tout cas la majorité, vont être escaladées et derrière, il y a des décisions qui sont prises. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir conscience. C'est super parce que du coup, on est responsabilisé, mais il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas se tromper parce que même 10%, ça peut avoir une conséquence finalement à long terme sur quelque chose qu'on va appliquer. Et le dernier point, peut-être, finalement, c'est peut-être un compromis entre les deux, c'est que si on a des personnes qui n'ont pas forcément cette culture de la donnée ou l'appétence comme nous, on peut l'avoir, ils vont nous demander des choses qui sont difficiles à avoir et ils ne vont pas comprendre que c'est difficile à avoir. Donc finalement, on va avoir un petit problème de communication où, pour eux, c'est hyper facile à demander. Et en fait, toi, derrière, qui as les données, tu galères. Et du coup, des fois, ça peut générer un peu de frustration. Et incompréhension. Voilà, incompréhension. Attention, on passe à un autre sujet, un peu plus touchy. On va parler du salaire. Combien est-ce qu'on gagne en début de carrière quand on est data analyst et comment est-ce que ça évolue, le salaire? Anne-Caroline, chez Spendesk, tu peux nous en parler un petit peu? Je pense que ça change beaucoup d'une boîte à l'autre. Moi, je suis arrivée chez Spendesk, j'étais pas junior, donc c'est un peu différent, mais typiquement dans mon ancienne boîte, donc c'était à Paris aussi, j'ai commencé, j'étais à 40K, en gros. Là, chez Spendesk, parce que j'ai gagné en seniorité, je suis un peu plus, donc ça c'est cool, je suis entre 45 et 50. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Ça va faire 3 ans. Je pense que c'est un type de job dans lequel l'évolution peut être assez rapide. Clément? Je suis assez d'accord. Moi, j'étais à 35 en agence de com chez Publicis. C'est vrai que ça dépend pas mal à la fois de la formation initiale. Si on est dans une école d'ingénieur, on peut commencer un peu plus haut. Donc ça va varier entre 35 et peut-être 42 en fonction du secteur. Si on travaille dans la banque ou le conseil, on va mieux démarrer. D'accord. Et voilà, moi aussi, là, je suis à 45-50. Au bout de combien de temps, toi? Du coup, au bout de 5 ans. Fatih? Alors moi, je n'ai pas commencé en tant que data analyst, j'ai commencé en tant que consultante data. En tout cas, de ce que j'ai compris, effectivement, on est en début de carrière entre 35 et 40, voire effectivement 42, 43. Et après quelques années d'expérience, on peut effectivement commencer entre 45, 46, voire 52, 53. Et là, t'es à combien, toi? Moi, je suis dans cette fourchette-là. C'est la même chose à Paris pour les salaires et en province? Vous savez un peu ce qu'il en est? On a un environnement où il y a beaucoup en Île-de-France de postes qui sont à pourvoir. Ça se développe avec les hubs en région, Montpellier, Nantes, etc. Mais c'est encore un métier où les postes sont majoritairement en Île-de-France. Vous pensez que ça va évoluer? On va les retrouver dans d'autres villes d'ici combien de temps? Parce que c'est amené quand même à s'étendre, je suppose, comme profession, à s'appliquer un peu à toutes les entreprises. Oui, bien sûr. Je pense que c'est déjà le cas pour les gens qui le veulent vraiment. Peut-être qu'on va avoir des tâches un peu plus élargies au niveau du poste. Il faut peut-être être data analyst plus responsable marketing. Peut-être le scope peut évoluer. Ça peut être un compromis dans les choix à faire. Je pense qu'une des tendances qu'il y a aussi dans les entreprises ces derniers temps, c'est l'augmentation du télétravail. Il y a pas mal d'entreprises qui, de plus en plus, vont aller recruter des personnes qui habitent
pas forcément au coin de la rue. Effectivement, nos emplois du temps peuvent faire qu'on arrive à se dégager du temps pour du télétravail. Pour ma part, j'arrive à en faire une fois par semaine. Il y a des entreprises qui vont pousser le télétravail. Après, en full remote, en data analyst, j'ai du mal à voir comment ça peut se faire. Mais en tout cas, vu les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qui est totalement faisable. C'est quoi les évolutions de carrière possibles quand on est data analyst, Anne-Caroline ? On peut soit vraiment se spécialiser dans la data. Donc, il y a des personnes qui vont devenir experts dans un type de langage ou dans un type d'analyse. Des personnes qui vont vouloir se spécialiser aussi en data science, après la data analyse ou en data engineering, donc rester dans la data, mais changer un peu de scope. Ça, c'est une grosse évolution. Sinon, monter en tant que manager dans une équipe data, donc c'est-à-dire être la personne qui s'occupe de tous les data analysts sur le produit ou de la vente. Mais il y a aussi, je pense, pas mal de jump à faire directement côté métier. Passer à la strat, passer aux opérations, passer en product management, par exemple. Je pense que le fait de voir un peu tout et de toucher à tout permet plein d'évolutions. C'est ce qui est assez génial, c'est qu'on n'a vraiment pas une seule voie, mais on en a plein en fonction de nos compétences, de nos appétences. Clément, tu as l'air assez d'accord. Ouais, clairement, il y a soit l'expertise, soit effectivement le management. Pour rajouter une couche, il y a le data manager, le chief data officer, selon la taille des entreprises. C'est sans fin, en fait. On en découvre au fur et à mesure toujours plus, ouais. Voilà, donc il y a aussi un métier, il y a le Product Owner Data, PO Data. C'est une personne qui fait l'interface entre le métier et les équipes data. Et c'est quelqu'un qui comprend bien la technique, mais qui ne baigne pas forcément dedans. Ça peut être une orientation. Donc, Data Manager. Comme on travaille aussi pas mal avec la stratégie et la direction, ça peut être un levier aussi pour accéder. Fatih, tu es d'accord ? Si je reprends mon expérience, j'ai commencé dans un autre domaine. Donc là, aujourd'hui, je suis côté opération, mais j'ai commencé au B2B, donc avec les commerciaux. Et donc ça, c'est une évolution qu'on peut avoir de façon naturelle dans des entreprises comme Captain et autres. C'est qu'on peut changer de domaine en tant que data analyst. Après ça, effectivement, après quelques années d'expérience, se pose la question de, est-ce que je passe expert ou est-ce que je passe manager ? Et ça, oui, c'est une question qui se pose actuellement pour savoir un petit peu vers quoi et vers où s'orienter. Qu'est-ce que le métier de data analyst vous a appris ? Peut-être une compétence en particulier dont vous aimeriez parler, Clément ? Moi, ça m'a mis le pied à l'étrier dans la technique. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup maintenant. De plus en plus, je vais vers ça. Sans être un tech guy, vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et c'est comme apprendre un nouveau langage. Je n'étais pas forcément, avec la formation initiale, une fois encore, disposé à faire ça. Et donc, c'est un métier où on apprend beaucoup. Moi, je dirais que ce n'est pas l'aspect technique, finalement, que ça m'a appris, mais plus l'aspect un peu pédagogique et communication. Parce qu'on explique tellement, on accompagne tellement que ça fait quand même une grande partie de notre métier. Et finalement, c'est ce que j'ai beaucoup aimé apprendre en tant qu'analyste, parce que le bagage technique, entre guillemets, je l'avais via ma formation. Mais aujourd'hui, ce que j'apprécie le plus, c'est vraiment accompagner les personnes, leur expliquer, leur apprendre. Je sais que nous, de notre côté, on fait des formations, des petits mentoring et tout. Et j'adore expliquer. Et je trouve que c'est quelque chose qui est hyper intéressant, que j'aurais peut-être pas pu faire avant si j'avais pas ce métier-là et avec cette prise de recul. Donc, c'est plus l'autre aspect pédagogique et communication que moi, je retiens aujourd'hui. Anne-Caroline, tu vas encore nous sortir une autre compétence, je le sens. Moi, je pense, je rebondis sur ce que Fatih a dit. Je pense que ça m'a appris à prendre beaucoup de recul par rapport à ce que les gens me demandent, par rapport à ce qu'ils me demandent concrètement et en fait le besoin qu'il y a derrière, par rapport à ce que je fais moi aussi, par rapport à mes capacités. En fait, je me rends compte de mes limites et c'est cool de se dire que je vais prendre du recul là-dessus et je vais pouvoir me rendre compte qu'il faut que je me forme encore plus sur tel et tel sujet pour arriver à atteindre mes objectifs. Ça, c'est génial. En fait, la data, surtout quand on vient du business comme Clément et moi, on a l'impression d'ouvrir une porte et de découvrir un nouveau monde qui n'a pas de fin, quoi. Il y a tous les jours des nouveautés, des nouveaux outils, des nouvelles manières de travailler. C'est juste dingue, quoi. On s'ennuie pas, en tout cas. D'un point de vue totalement extérieur, j'ai l'impression que pour faire votre métier, il faut quand même être assez perfectionniste et minutieux. Est-ce que je me trompe, Clément ? Alors oui, mais pas trop. Il faut quand même réussir à faire de la conjecture. Voilà, il faut quand même avoir Et c'est aussi le sens business qui est assez intéressant, c'est de se dire ça peut lui suffire comme chiffre. Je ne suis pas obligé de trop pousser et d'être comptable. Ce n'est pas un métier de comptable. C'est un métier où il faut rendre compte de la donnée et la faire parler.
Peut-être que 10% ça suffit et une fourchette de 10-20% c'est bon et c'est bien. Vous êtes d'accord ? Ouais, je pense qu'il faut arriver à faire un arbitrage tous les jours entre rapidité et perfection. Parfois, il y a des demandes où on aimerait bien pouvoir faire une analyse méga poussée avec lesquelles on utilise les algos les plus fancy du moment, alors qu'en fait, il faut juste être rapide et donner des chiffres rapidement sans aller jusqu'au bout, tout en pouvant dire, bah voilà, je donne ça, je pourrais donner plus, mais je donne ça. Et c'est ce que je peux donner dans le temps imparti. Donc c'est toujours un peu un arbitrage, je pense, entre ces deux valeurs-là. T'es d'accord ? Alors, je suis d'accord, tant que cet arbitrage est bien communiqué et que tout le monde est au fait. Parce qu'effectivement, quand on va nous demander quelque chose vite, on va le faire vite, donc avec les biais possibles et imaginables. Mais je pense que quand on va transmettre les résultats, dès lors qu'il y a ce petit disclaimer en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, mais cette petite remarque qui va dire « Attention, voilà les hypothèses qui ont été prises, voilà les approximations qui ont dû être faites pour telle et telle raison », à partir de là, dès lors que tout le monde est d'accord, tout le monde est content, quoi. Merci à tous les trois. C'est déjà la fin de cet épisode du Joboscope consacré au métier de data analyst. Merci à Anne-Caroline de chez Spendesk, Fatih de chez Captain et Clément de Mappy d'avoir témoigné. On espère que cela aidera nos auditeurs à prendre des décisions éclairées pour leur vie professionnelle. Si ce podcast vous a donné envie de devenir data analyst, sachez que cette formation est disponible sur openclassrooms.com. Elle se fait en ligne en 6 mois ou alors en 1 an si vous choisissez l'alternance, soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier et vous avez l'emploi garanti. Si 6 mois après votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse votre formation. Ce podcast vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de carrière, eh bien laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela aidera d'autres personnes à le trouver. On se donne rendez-vous très vite pour passer un nouveau job au microscope.